Mesdames, Messieurs, on se retrouve au studio pour notre deuxième partie de direct consacrée à l'entretien. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir, le plaisir et l'honneur d'accueillir au studio Dr Passant Fahmy, experte en économie et finances et membre du Parlement égyptien. Félicitations à notre député. Merci. Tout d'abord, le président de la République a prononcé un discours hier à connotation fortement économique. Il semblait appeler les Égyptiens non seulement à travailler plus et plus sérieusement, mais également à aider le pays matériellement. Quelle est votre analyse du volet économique du discours d'hier du président Abdel Fattah el-Sisi? Monsieur le Président essaye d'expliquer la nature du problème. C'est-à-dire, les gens demandent beaucoup de choses, mais en même temps, ils ne comprennent pas bien qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui s'est passé. Le problème pour l'Égypte, ce n'est pas un problème local. Ça, c'est un problème mondial. Et bien sûr, nous aussi, nous avons des problèmes, des petits problèmes à l'intérieur, mais en même temps, il y a un grand problème mondial qui a commencé depuis l'année 2008 jusqu'à présent. Des problèmes en Europe, il y a des problèmes dans la Chine, partout aux pays arabes, on est instable, la région est tout à fait instable. On a des problèmes de terrorisme, de stabilité, que ce soit sociale, que ce soit d'une stabilité militaire. Il y a beaucoup Les pourvoyeurs de fonds du Golfe ont perdu beaucoup d'argent avec la chute du prix du pétrole. C'est la région tout entière. Moi, honnêtement, ça ne m'inquiète pas de perdre de l'argent. Ce qui m'inquiète vraiment, c'est la stabilité. C'est-à-dire, nous avons des guerres partout. Il y a une guerre qui a commencé en Irak et jusqu'à présent, ce n'est pas terminé. Il y a la Syrie, que c'est une situation très critique. On commence à oublier tout à fait qu'il y a la Palestine. Vous voyez, c'est fini. C'est fini, c'est-à-dire on ne parle plus. Il y a aussi Yémen, il y a l'Arabie. Et tout ça, ça se répercute sur l'économie égyptienne. Sur l'économie de la région. Oui. Bon. Y compris l'économie mondiale. Nous avons des problèmes sur le niveau mondial. C'est-à-dire les États-Unis, oui, c'est un grand pays, mais il ne vit pas tout seul. Il y a aussi l'Europe qui a des problèmes, il y a le Japon. Il y a des problèmes que les banques centrales au monde entier ne peuvent plus prendre la responsabilité d'adresser ces problèmes. Il y a aussi des problèmes des dettes des compagnies. Grand point d'interrogation, comment les grandes compagnies multinationales, il y a des problèmes que peut-être ils ne pourront pas payer leurs dettes. Il y a aussi un grand problème mondial d'aide des gouvernements. Il y a un grand problème aussi des devises, c'est-à-dire maintenant le Japon, s'il a excès de liquidités, il veut les placer dans une banque, il ne prend pas un intérêt, au contraire, il doit payer. Alors ça c'est critique. Le monde change très vite. Et moi je répète toujours, nous avons besoin d'une nouvelle théorie économique pour stabiliser l'économie du monde. L'Égypte est au milieu de tout ça. On peut retourner au Gold Exchange Standard? Je pense qu'à 2020, ça sera... On laisse le dollar de côté. Pas le dollar, tout. Ça sera le gold, c'est-à-dire l'or. Oui. Mais ça aussi, ça demande un changement dans le niveau mondial. Voyez. Alors, ce n'est pas question de l'Égypte. L'Égypte est une partie du monde. C'est une partie très importante, mais c'est une partie qui a des guerres partout. Alors, même si le pays est tout à fait stable, ce qui n'est pas le cas, l'environnement, on ne vit pas tout seul. Regardez à droite et à gauche, on a beaucoup de problèmes. Deuxièmement, et ça aussi j'ai remarqué dans le discours de Monsieur le Président, que la majorité du peuple ne veut pas admettre qu'on a des problèmes sérieux et les demandes sont imposantes. C'est-à-dire, quand on entend tout le monde, qu'est-ce qu'il veut? Il veut tout. Si on prend par exemple des précautions ou une nouvelle approche pour changer ou pour rectifier des problèmes, personne n'accepte. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé quand on a élevé un tout petit peu les coutumes sur l'import des produits de l'extérieur. Un grand problème. Regardez, si jamais on parle par exemple d'imposer des taxes, un grand problème. Alors si le gouvernement ne peut pas prendre des taxes et ne peut pas avoir des revenus aussi des coutumes, des customs, d'où est-ce qu'on va avoir des douanes, je m'excuse, d'où est-ce qu'on va avoir des revenus? Comment on va dépenser sur ce grand pays?
Et en même temps, nous avons 7 millions qui travaillent dans le secteur gouvernemental, ce qui impose, on a besoin d'1 million, c'est-à-dire 6 millions de plus, et c'est ce qui impose le tiers du budget en salaire. L'autre tiers est payé pour la subvention, et la moitié du peuple est pauvre. Alors où est-ce que la subvention est là? Et ensuite, on est laissé avec le troisième tiers pour dépenser sur le pays. Pour dépenser sur le pays, pour payer les dettes internes, l'intérêt des dettes internes. Impossible, on ne peut pas avoir un budget pareil. Alors, hier, Monsieur le Président, quand il parlait, il a demandé que le peuple vraiment doit supporter. Et il doit participer aussi. Parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Il y a aussi un autre très grand problème mondial. Et ça a été mentionné à Davos. Comme Mme Christine Lagarde a mentionné qu'on aura une 4e révolution technique, industrielle. Alors là, la machine va prendre la place des employés, ce qui signifie qu'en Europe et aux États-Unis aussi, on va avoir un taux de chômage élevé. Ben, ces gens-là veulent travailler. Et notre région, c'est une région vierge. Nous sommes très riches, trop de ressources, et on n'arrive pas à diriger. Alors là, ils n'ont sauf un choix, c'est de venir travailler avec nous. Bon, si même ils veulent venir travailler avec nous, c'est-à-dire attirer les investissements, ils veulent des lois qui sont tout à fait différentes que les lois que nous avons. Oui. Alors ça, c'est un problème compliqué. C'est pas un problème. Mais nous ne garantissons pas les investissements. C'est pas non, comment vous pouvez garantir? Comment, par exemple, vous pouvez garantir que les employés vont travailler proprement? Comment vous pouvez garantir que si jamais ils veulent transférer leurs profits, on n'a pas de dollars? On n'a pas de dollars. Qu'est-ce qu'on va faire? On a des prêteurs. Ils ne peuvent pas transférer des livres égyptiennes? Faire quoi avec? Par exemple, est-ce que nous ne pouvons pas prendre les frais les royalties du passage, les droits de passage par le canal de Suez en livres égyptiennes? On parle de ça, mais ça, c'est pas juste. C'est-à-dire, la monnaie qui s'impose sur le commerce international, c'est la monnaie où le pays qui travaille avec, lui aussi, contrôle un grand pourcentage du commerce international. Mais nous, en Égypte, ou même la région tout entière, c'est un tout petit pourcentage, c'est-à-dire notre devise, personne ne la veut. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Mais si nous demandons que ce soit payé, la traversée du canal soit payée en... Il va venir changer des dollars à la banque et vous payez en livre égyptien, c'est tout. Mais demande sur les régimes, faire quoi avec? Vous voyez, nous ne constituons pas un pourcentage élevé. Donc ça sera infime. Bien sûr, c'est rien du tout. Alors là, oui, il était très clair, il était gêné aussi parce que ça se voit que les gens n'arrivent pas à comprendre que nous sommes dans un état critique, que nous avons un niveau de chômage élevé, que nous avons un niveau d'inflation élevé, que nous avons un problème pour les devises étrangères, nous avons beaucoup de problèmes. Nous avons un grand problème, le pays travaille sur ce problème il y a 1 an et demi, c'est-à-dire l'infrastructure, mais on entend toujours des critiques. Mais on doit avoir une bonne infrastructure si on ne veut jamais inviter les investisseurs. Mais ça se voit que la majorité du peuple ne comprenne pas bien qu'est-ce qu'on fait. Mais est-ce que peut-être parce que, je vais vous dire, mais je repasserai de nouveau sur cette question un peu plus tard, peut-être parce qu'on a l'impression qu'on demande toujours aux catégories moyennes de faire un sacrifice et jamais aux catégories les plus riches. Par exemple, nous n'avons pas d'impôt progressif. Celui qui gagne 5 000 livres par mois et celui qui gagne 100 000 livres par mois paye 20%. Mais ça, c'est très important. Donc, oui, ça, c'est très important. C'est-à-dire, on doit avoir les taxes progressives. Je vous dirais que franchement, parfois, la personne qui gagne, et ça c'est arrivé, quelqu'un qui gagne 100 000 livres par mois, trouvait qu'il faudrait que l'essence passe à 15 livres le litre. En France, il n'a pas atteint les 15 livres le litre. Il est à 1,40 €, alors que le salaire minimum est de près de 11 000 livres égyptiennes. C'est vrai. On ne peut pas nier qu'on a un grand problème économique. Bien, pourquoi ne pas imposer les taxes? Bien sûr, moi je suis d'accord. Il faut imposer des taxes. Il faut, et je répète, il faut, et aussi à la bourse, il faut imposer des taxes. Parce qu'on n'a pas d'autres revenus.
Comment on va résoudre les problèmes, c'est-à-dire la santé, le logement, les gens qui vivent dans les bidonvilles. On a beaucoup de problèmes. Ces problèmes-là ont besoin d'argent. On ne va pas les résoudre avec les chansons. Mais nous avons besoin d'argent. Alors, pour avoir cet argent, il y a les taxes. Il y a aussi ce qui est plus important que les taxes. On ne va pas imposer des taxes sur les investisseurs qui sont présents et ils ne peuvent pas, eux aussi, payer tout ça. Il faut inviter des investissements de l'étranger pour qu'ils travaillent, gagnent et payent des taxes. Vous voyez? Alors, pour les inviter, nous devons avoir un environnement attirant. Ils ne vont pas venir vivre chez nous quand on a beaucoup de problèmes. Alors, le côté qui est très important, sur lequel on travaille sérieusement, c'est le côté de l'infrastructure. Vous voyez? Il y a justement la nouvelle capitale qui est en voie de construction. Mais certains se demandent pourquoi une nouvelle capitale aussi. On a bien le nouveau Caire, il suffisait d'y installer les ministères que nous voulions installer. Et surtout, de relier ce nouveau Caire par des lignes de métro ou de train régional ou aussi d'autobus pour les employés. Qui dit justement capitale dit fonction publique, qui dit fonction publique dit salaire limité. Bah, écoutez, tout le monde ne va pas avoir une voiture pour aller... Non, on ne peut pas nier qu'on a besoin de nouvelles villes. C'est-à-dire on a construit une longue liste de nouvelles villes durant les 30 années qui ont passé. Ça a aidé un peu. Mais on a toujours besoin, quand M. le Président est venu au commencement, il a parlé d'une vingtaine. Et moi, honnêtement, oui, je suis d'accord. Le Caire ne peut pas continuer comme ça. C'est impossible. Même les Cairotes n'arrivent plus à vivre dans cette ville. Alors, et moi, je vois aussi que le Caire peut devenir une des plus belles villes du monde. Mais si jamais toutes les institutions gouvernementales sortent à l'extérieur, alors l'approche qu'ils ont prise, à mon avis, est attirante. C'est-à-dire si jamais on peut vraiment développer le Caire, que ça soit un site d'attraction pour les touristes, ça peut travailler 365 jours par an. Et ça peut nous emmener des ressources assez élevées. Et je vais vous dire pourquoi moi j'ai vu aussi des signes qui montrent que ça peut aller. Je ne vais pas mentionner le nom de l'hôtel qui a été inauguré très récemment, mais c'est une chaîne très importante. Elle est très, très bien connue sur le niveau mondial et c'est une chaîne assez chère. Mais ça me montre, en tant qu'investissement, qu'ils ont une vision que cette ville sera une ville très attirante. Alors, si jamais on peut vraiment, entre 3 et 5 ans, finir le nouveau capital, changer le Caire tout à fait, à mon avis... La circulation. Mais si vous prenez les ambassades, vous prenez les ministères, vous prenez tout ça hors de la ville, ça va changer. Le Caire, c'est une très belle ville. Et aussi, moi, je vois aussi que le gouverneur du gouvernorat est en train de travailler sur un plan qui, à mon avis, est très acceptable. C'est-à-dire renouveler la Caire kédivienne, renouveler les sites anciens comme les sites islamiques, coptes. Le Caire, c'est une très belle ville. Et puis, il y a aussi, à côté, il y a les pyramides, à Giza. À mon avis, le plan est bien. Mais encore faut-il être assez ferme, parce que la circulation, avoir une campagne pendant 2 jours par mois de police de la circulation et d'agents qui récupèrent les contraventions pour laisser pendant les 28 autres jours la rue... Non, moi je trouve que c'est difficile de contrôler, mais le meilleur moyen c'est de sortir de la ville. C'est-à-dire si jamais ces gens nous ont... On a commencé durant le président Sadat, quand il a commencé, il voulait faire une capitale, Sadat City. Mais ça n'a pas continué. À mon avis, c'est très important d'avoir une nouvelle capitale et de laisser le Caire comme musée ouvert. Vous voyez, le Caire c'est une très belle ville. Cette capitale est quand même une grande banlieue du Caire. C'est-à-dire, on aurait pu avoir une capitale sur les rives du lac Haroun,
dans le Fayoum. C'est possible. Aussi, c'est à côté des nouveaux projets, c'est-à-dire du corridor du canal de Suez. Oui. C'est très important, parce que les investisseurs peuvent être logés là-bas. Bien. Comment porter, parmi les problèmes que nous vivons aujourd'hui, c'est cette hantise d'une dévaluation de la livre égyptienne. Comment est-ce que le fait de porter les dépôts bancaires des entreprises de 50 000, puis 250 000, puis 1 million de dollars, ont-ils exercé une influence sur les cours du billet vert en Égypte? C'est normal, parce qu'il y a eu des décisions qui ont été prises durant le temps de l'ancien gouverneur. À mon avis, ce n'était pas positif. Et tout d'un coup, on a tout à fait changé. Alors les gens, bien sûr, c'est normal, ils veulent faire fonctionner leurs machines, c'est-à-dire les usines. Alors il y a eu une demande assez élevée sur le dollar. C'est pour cela que le prix a monté à atteint 9 livres 10, voilà. 9 livres 15. Mais à mon avis, le plan que la Banque centrale, avec le gouvernement, c'est-à-dire les banques centrales ne peuvent pas faire ça tout seul. La Banque centrale et le gouvernement ensemble, ils doivent avoir un plan, je pense qu'ils ont un plan déjà, pour élever le niveau de réserve à la Banque centrale. Ils ont commencé à travailler. Quand on a un niveau de réserve, à mon avis, 35 à 40 milliards de dollars, peuvent nous donner la force de contrôler l'escalation. Ce que nous avions avant la révolution du 25 janvier, nous avions 30 à 32 millions. Nous avions 45. 45 On avait 36 et il y avait 9 du guerre de Kuwait. Ah, d'accord. Alors c'était 46, 45. C'est un niveau très, très solide. Alors si jamais on atteint un niveau de 36 ou 35 vers 40, à ce moment-là, on peut contrôler facilement. Contre 16 à présent. Vous avez 16 ? Je ne sais pas 16 ou moins que 16, mais peut-être 15. Ce n'est pas un niveau acceptable. C'est très difficile de contrôler le marché. Alors là, quand ils ont dit, la Banque centrale a dit, allez-y, vous pouvez acheter des dollars pour que les machines fonctionnent, parce que la majorité des usines ont été stoppées. Alors, ça a créé un niveau de demande assez élevé. Ce niveau de demande a élevé le prix sur le marché. Mais je pense qu'ils peuvent contrôler là facilement durant les mois qui viennent. C'est contrôlable. C'est contrôlable. Mais il faut aussi admettre que le gouvernement doit avoir un plan pour, comme on appelle, ne pas vraiment gaspiller en ce qui concerne les dépenses en dollars. Il y a aussi la Banque centrale, il y a les compagnies, il y a le Parlement. Pour revenir sur le gaspillage des dépenses en dollars tout de suite, mais là nous avons le docteur Imam Khalil au téléphone qui pourra nous donner son opinion sur justement la situation actuelle. Docteur Khalil, bonsoir. Bonsoir. Que pensez-vous de la situation de la livre égyptienne face au dollar ces derniers temps et que voyez-vous pointer dans l'avenir proche? En fait, il y a une crise de dollar en Égypte actuellement. Bien sûr, il y a d'augmentation de prix de dollar qui est liée, à mon avis, à 3 raisons principales. Tout d'abord, la diminution du nombre de touristes en Égypte à cause de tous les soucis sécuritaires depuis 2 ans. Il faut savoir que la tourisme présente pour l'Égypte une des premières sources de monnaie étrangère. Et malheureusement, il y a de moins en moins maintenant. Deuxièmement, c'est le revenu du canal de Suez aussi qui est diminué à cause de le taux d'échange mondial entre le commerce international. Elle souffre depuis 3 ans. Il y a moins de croissance économique dans tout le monde. Donc ça, c'était deuxième ressource de monnaie étrangère. Troisième chose, c'est le transfert de dollars par les ouvriers qui travaillent en Golfe et surtout, qui diminue aussi à cause de crise de prix du pétrole qui a baissé beaucoup dernièrement. Et les 3 choses ensemble sont participer à ce problème de... Et à votre avis, comment remédier à ce problème? Il y a encore quatrième chose, je veux dire que moins d'exportation malheureusement et plus d'importation.
Donc, pour moi, il y a des mesures d'urgence qui doivent être adaptées par l'État. Tout d'abord, c'est au lieu d'augmenter la douane sur certains produits dits qui sont pas nécessaires pour le consommateur en Égypte, il faut arrêter l'importation de certains produits qui sont pas nécessaires pour les Égyptiens pour l'instant. Et je crois que c'est une mesure acceptable par la communauté internationale, car nous sommes devant de problèmes qui affectent notre économie en termes nationaux, si vous voulez. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut aider. Il y a environ 4000 usines qui sont arrêtées de produire depuis quelque temps à cause des problèmes de liquidité ou à cause des autres problèmes, soit administratifs, soit d'organisation. Donc, l'État doit voir une solution pour aider le producteur à reprendre leur production. Troisièmement, bien sûr, c'est le fait de changer le système des impôts en Égypte. C'est-à-dire, on a déjà parlé, je parlais avec vous, sur le système des impôts progressifs sur les revenus. Et bien sûr, les impôts sur certains types de professions libres comme les médecins et les avocats et tout ça. Et je crois que c'est un sujet très important. Et l'Institut où je travaille, on va préparer une rencontre avec les experts pour voir comment on peut commencer à présenter un papier pour les responsables pour prendre des mesures urgentes. Voilà. Docteur Imam Khalil, merci beaucoup pour votre contribution à travers le téléphone. Docteur Fahmy, vous avez entendu certaines propositions faites par Docteur Imam Khalil. Vous êtes d'accord avec ces propositions? Oui, bien sûr. Mais il faut aussi que la Banque centrale, avec les banques, contacte directement les Égyptiens qui vivent à l'étranger. C'est-à-dire, au lieu de laisser ce marché-là pour les compagnies les commissionnaires, à mon avis, je pense qu'ils vont commencer à faire ça. C'est-à-dire, ils doivent bouger, aller jusqu'à là-bas, là où ils sont, présenter des produits, comme on appelle bancaires, attirant à les faire transférer leur montant ou leur argent vers ou à travers le système bancaire. Mais ça existe déjà. Non, ça n'existe pas. Le dollar est à 4%, voire 4,5%, ce qui est un bon taux. C'est pas tout. Non. Il faut penser comment les attirer, parce que si jamais on paye 9,5, peut-être ça peut atteindre 10, ils doivent être convaincus que c'est pour leur bien. Deuxièmement, il faut aussi que le pays même, ils ont commencé à vendre des terrains, c'est très bien, c'est très positif. Je pense qu'ils doivent continuer. C'est-à-dire, je pense que le montant qui a été collecté, c'était 3,5 milliards de dollars, ça c'est pas peu, pour vendre des terrains. On peut aussi continuer dans ce trajet. Troisièmement, il faut aussi travailler sur comment aider les exportateurs, parce que les exportateurs, ce sont les gens, c'est la source qui est, je ne veux pas dire la seule source qui est vraiment jusqu'à présent présente, parce que en ce qui concerne le canal de Suez, ça dépend du commerce international. Le tourisme, des aléas de la politique, c'est très difficile. Et la stabilité dans la région, c'est pas nous seuls. Et ensuite, c'est ce qui reste, c'est-à-dire l'export. Alors là, on doit travailler très bien sur l'export et les expatriés des Égyptiens qui vivent à l'étranger. Ce sont les deux. Deuxièmement, de l'autre côté, c'est de diminuer nos dépenses. On ne doit pas continuer, on doit voir très bien comment on dépense nos dollars. Que ce soit le gouvernement, que ce soit le Parlement, que ce soit les Égyptiens, mais on doit voir qu'avoir un niveau de réserve qui n'est pas acceptable est très, je répète, très dangereux. Parce qu'on peut être face à face à une situation, on n'arrive pas à importer des matières premières, les usines vont fermer, les ouvriers vont être dans la rue. On peut ne pas avoir la possibilité d'importer les produits médicaux. Ça, c'est un grand problème.
On peut ne pas pouvoir importer le blé, les fèves, l'huile. Il y a des choses qui sont vraiment critiques. Alors, question de ne pas avoir un niveau de réserve acceptable, ça c'est très dangereux. Très dangereux. Bien, mais l'Égypte est quand même un pays de 90 millions d'habitants. Et donc, et visiblement, les gouvernements successifs n'ont pas vraiment fait des efforts pour limiter sérieusement la natalité. Et la natalité aussi. Par exemple, il y a quelques années, pour chaque enfant supplémentaire dans une famille qui a sa carte d'approvisionnement, on ajoutait cet enfant-là, et donc la famille recevait encore plus de produits subventionnés. Quand il y a des jeunes gens qui se marient, dès qu'ils sont jeunes et ils se marient, on leur donne une priorité pour accéder à un logement. Plutôt, pourquoi ne pas donner priorité à accéder à un logement à quelqu'un qui se marie à 40 ans avec une femme de 37 ? Parce que quand il se marie à 40 ans avec une femme de 37, au maximum, elle va faire 2-3 enfants, ça va s'arrêter là. Oui, ça c'est positif, mais ça aussi a un côté négatif. Parce que si jamais les gens ne vont pas se marier, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Non, ils peuvent se marier, mais c'est-à-dire... Non, ils se marient. Mais dans ce cas-là, qu'il se marie, il ne va pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Écoutez, je veux dire, il va se marier, mais à ses frais. À mon avis, le problème, c'est les gens qui vivent dans les bidonvilles. Les bidonvilles. On ne peut pas demander à ces gens-là de se contrôler, de vivre je ne sais pas comment. Ils vivent d'une... Et Monsieur le Président a mentionné ça hier. À mon avis, les bidonvilles, ça c'est... À mon avis, c'est scandaleux. On ne peut pas accepter que les Égyptiens vivent comme ça. C'est scandaleux. Et il a mentionné hier, Monsieur le Président, qu'il a un plan de travailler cette année combattre 50% des bidonvilles. Si on résout le problème de bidonvilles, je pense le problème dont vous mentionnez peut être résolu facilement. Mais demander aux gens qui vivent de cette façon, contrôler la natalité, c'est très difficile. Très difficile. Bien, va-t-on donc vers une dévaluation officielle de la livre égyptienne, bien que ceci ait été démenti, d'après l'Ahram Hebdo, par la Banque centrale? Non, on ne doit pas avoir une dévaluation. C'est-à-dire, je ne veux pas dire on ne doit pas avoir. C'est-à-dire, ce n'est pas imposant. Si jamais on a une solution, on peut continuer comme ça. Mais moi, je dis toujours, je ne suis pas contre. C'est-à-dire, le niveau ou la valeur de la devise. C'est une réflexion de la force de l'économie. Alors, par exemple, la Chine a dévalué sa devise 3 fois dans une semaine, le mois passé. Mais nous aussi, parce qu'on importe la majorité des produits, ça affecte tout de suite tous comment on appelle, surtout les produits alimentaires. Alors là aussi, le gouvernement a un rôle à jouer. C'est-à-dire, on doit protéger la classe modeste, la classe pauvre, et on doit aussi protéger la classe moyenne. Mais question d'une dévaluation faite et vite, si on n'a pas un plan pour protéger la classe modeste et la classe moyenne, on peut avoir un grand problème. Alors, je ne suis pas contre. Au contraire, une dévaluation d'une devise, elle a des points négatifs, mais elle a aussi des points positifs. Bien, on parle de rationalisation, par exemple, pour limiter les dépenses sur l'énergie et les subventions pour l'essence, par exemple. On parle depuis 2-3 ans de cartes à puce pour obtenir son essence, par exemple, et ça concerne les classes moyennes, à un prix subventionné, jusqu'à, par exemple, 100 ou 150 litres par mois. Bon, on n'a pas vu ça. On n'a pas vu ça. On n'a rien fait. Pourquoi? Qu'est-ce qui a empêché ça? On n'a rien fait. Moi aussi, j'ai eu les cartes, mais on n'a jamais utilisé. Parce qu'on n'a pas fait. Alors là, moi, à mon avis, on doit annuler, je m'excuse de le dire, tout à fait la subvention pour la classe qui est capable. La classe, je ne veux pas dire riche, mais il y a une classe qui est capable. Par exemple, l'essence, quand elle a été augmentée la dernière fois, l'essence super, 95, a augmenté de 7% seulement. Non, c'est pas. Quand j'ai demandé, on m'a dit parce que c'est le prix, c'est son vrai prix. C'est passé à 7 livres, il me semble, ou quelque chose comme ça, le litre. On m'a dit que c'était le vrai prix. C'était à 6,5 ou 6 et quelques, qui s'est passé à 7, donc un peu moins de 10% d'augmentation. Bon, pourquoi ne pas augmenter plus? On peut, c'est ça. Les gens qui achètent une voiture à 1 million de livres. Capables, voilà.
il faut comprendre que cette période, les gens qui sont capables du côté financier doivent, et je répète, doivent présenter, si vous voulez, l'aide au pays. Mais autrement, parce que si jamais on regardait, par exemple, les pays du Golfe nous avançaient des aides quelque temps. Ce n'est plus le cas. Non, parce qu'ils ont eux-mêmes des problèmes. Voilà, eux aussi, ils ont des problèmes. Moi, j'ai écouté bien le ministre de Finances, le Coëtien, qui a parlé dans leur parlement, et il leur a dit, c'est fini, nous avons des problèmes, nous devons confronter ces problèmes, et question de subvention à Koweït, ça n'existe plus, ça ne va pas exister. Alors, raison de plus que l'Égypte, les gens qui sont capables du côté financier en Égypte, ils doivent supporter, honnêtement. Mais malheureusement, visiblement dans les hautes sphères de l'État, on a tendance à considérer que les classes moyennes sont riches. Moi, je parle des riches, pas qu'on ait une voiture, on est riche. Non, ça dépend qu'on habite dans un quartier. Selon la marque de la voiture. Oui. C'est pas parce qu'on a une voiture. Mais non, on a plus l'impression, par exemple, il parle souvent de produits provocateurs, d'importation provocatrice. On sait toujours immanquablement l'alimentation pour chiens et chats. Domestiques. Mais on ne parle jamais, ça ce sont des choses qui coûtent très bon marché. Non, même si ça coûte très bon marché. Mais une voiture qui coûte 1 million de livres, ça peut nourrir les intérêts, rien que les intérêts que ce million de livres rapporterait en une seule année, pourrait nourrir combien, vous voyez, à 10%, rien que 10%. Des douanes. Ce sont des ressources. Mais ils payent combien de douanes? Ah non, c'est payé, non, les grandes voitures sont payées. Mais écoutez, c'est pas ça. On doit avoir un plan sur tout ce qui concerne la classe qui est capable de payer. Quoi que ce soit. Mais on doit avoir aussi une autre liste pour empêcher tout à fait l'import de certains produits. Tout d'abord, les produits qu'on a, des produits en Égypte, qui sont, si vous voulez, les mêmes produits qui sont produits en Égypte, ou bien des produits qui ne sont pas nécessaires. Oui, parce que nous sommes dans une situation très critique. Je ne vais pas vous faire... écoutez, quand on était dans les années 67 jusqu'à 73, vous vous souvenez très bien qu'est-ce qui s'est passé en Égypte. On n'avait pratiquement rien du tout sur ce marché. Et on a supporté parce qu'on était en état de guerre. On voulait... écoutez, nous avions notre... Il y avait 5 à 6 sortes de fromage seulement. Je me souviens. Même pas 5 à 6. C'était la fromage blanche et le Nesto et c'est tout. On n'avait rien du tout. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas d'import. Il fallait attendre plusieurs années pour obtenir. Il n'y avait pas aussi des... comment on appelle... les dentifrices. Il n'y avait rien. Mais en même temps, honnêtement, en même temps, on a supporté et ça s'est passé. Et il faut penser comme ça. Mais dès qu'on prend un pas, moi, vraiment, ça m'étonne. Dès qu'on prend un pas pour essayer de rectifier la situation, tout le monde critique. Alors, mais qu'est-ce qu'on veut? Nous n'avons pas de réserves suffisantes. Bien, Dr Imam Khalil a parlé de l'impôt progressif aussi. Que nous avions abordé il y a quelques temps, aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche d'établir cet impôt qui pourrait aller jusqu'à 40%? Il existe en Europe, il existe en Suède, il existe partout. Ce n'est pas normal que quelqu'un qui gagne 5 000 livres par mois paye 20% et celui qui gagne 100 000, voire plus, paye 20% aussi. En payant 25 ou 30%, celui qui gagne 100 000 ne sera pas beaucoup plus pauvre. Oui, moi je suis d'accord. Mais il y a aussi des voix en Égypte qui prétendent toujours que si jamais on élève le niveau d'imposition, ils vont pas investir. Non, mais ça c'est pas vrai. Mais si aussi on fait subir l'inflation aux plus pauvres, ils ne vont pas travailler. Bien sûr. Non plus. Non, moi je suis tout à fait d'accord, il faut élever le niveau de... On ne travaille pas si une personne doit mettre la moitié de ses dépenses, de son capital personnel, vendre un morceau de terrain pour vivre, etc. Il va se dire, pourquoi je travaille? C'est ça. Je n'achète pas. Si c'est je suis tout à fait d'accord. Si c'est quelqu'un de la classe moyenne, il ne va pas acheter sa voiture. Oui. Une nouvelle voiture, c'est pas la peine. Un voyage à l'étranger, c'est pas la peine, etc. Je ne travaille pas du tout. Je suis chez moi, peinard. Je ne voyage pas, c'est pas très important. J'ai déjà voyagé. Et c'est comme ça.
Oui. Bien, mais eux aussi, les moyens peuvent faire ça, aussi les plus pauvres. Je pense qu'ils vont considérer faire ça, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen. Surtout à cause de la situation dans la région. Je pense que ça sera une des voies qu'on doit la prendre. Parce que, autrement, d'où est-ce qu'on va avoir des revenus? On n'en a pas. Monsieur le Président a demandé les gens de participer chaque jour avec un tout petit montant pour aider l'Égypte. Alors, si jamais les gens modestes et les gens pauvres vont participer, raison de plus, les gens qui sont capables doivent participer. Bien, tout à l'heure, on a parlé de rationaliser sérieusement la consommation d'essence. Pourquoi est-ce que l'État ne se précipite pas pour établir une sorte de grille pour le subventionnement de l'énergie, de l'eau, etc. Si vous consommez beaucoup trop d'eau, beaucoup trop d'électricité, mais une grille qui respecte un petit peu aussi les intérêts des classes moyennes. Bien sûr. Je pense qu'ils vont faire ça. Parce que pour l'instant, bon, quand on a une lampe, c'est bon. Mais alors, à partir du moment où on a un climatiseur, là, on est milliardaire. Alors, là, c'est-à-dire, on peut encourager les gens à se retrouver dans une pièce climatisée, au lieu d'allumer tous les climatiseurs. Donc, à mettre une échelle de consommation qui aussi aide un petit peu les catégories moyennes. Mais moi, je pense que ça va être fait parce que monsieur le Premier ministre a mentionné qu'il est obligé de prendre des décisions et des étapes assez difficiles. Et moi, j'ai bien compris, et il a dit aussi qu'il ne va pas toucher la classe pauvre. Alors, à mon avis... Justement, il ne va pas toucher la classe pauvre, il ne va toucher que la classe moyenne. Non, il va toucher la classe riche et peut-être la classe moyenne. Mais ce seront des étapes qui sont vraiment un peu difficiles. C'est-à-dire, pas de subvention. Toute notre vie est subventionnée, c'est inacceptable. Les salaires aussi sont subventionnés. Non, c'est-à-dire... Les salaires, c'est parce qu'on n'est pas un pays riche. Qu'est-ce qu'on va faire? On ne peut pas payer plus que ça. Si les gens veulent des revenus assez élevés, ils n'ont qu'à faire deux travaux. Mais impossible, on ne peut pas payer tout ça. On paye le tiers du budget en salaire. Ça n'existe pas au monde entier. Comment le tiers du budget en salaire? Et l'autre tiers en subvention et la moitié du peuple est pauvre. Et on est laissé avec le troisième tiers qui ne peut rien faire. On va payer les dettes, ou on va payer les intérêts, ou on va développer le pays. Qu'est-ce qu'on va faire avec ce montant-là? Rien du tout. Il faut admettre qu'on doit travailler beaucoup plus parce que le pays n'est pas... C'est un pays très riche en ressources, très pauvre en revenus. Bien, mais ne pensez-vous pas que pour travailler plus, il faudrait déjà voir que tout le monde subit les mêmes contraintes face au sacrifice? Non, il faut admettre que le travail, c'est-à-dire chaque personne a le droit de travailler. Mais chaque personne n'a pas le droit d'avoir, comme on appelle, un travail en office. C'est pas la même chose. Dans un bureau. Oui. Alors oui, le travail, ça, c'est le droit de tout le monde. Mais ici, question de travail en Égypte est vue différemment. Mais que fait l'État pour réhabiliter les professions dites de métier, par exemple les professions comme les mécaniciens de voitures. C'est pas l'État qui va faire ça, à mon avis, c'est les familles, c'est la culture, c'est... Qu'est-ce qu'il va faire l'État? Qui sont l'État? L'État, c'est nous. L'État il y a des écoles pour ça, déjà, et ensuite, il y a des écoles pour faire ça. une coordination entre l'école et les entreprises qui pourraient recruter. On ne peut pas imposer sur les entreprises. Les gens doivent comprendre qu'ils doivent travailler. Et par exemple, si quelqu'un vient me dire « Qu'est-ce que je vais travailler ?» Je lui dis « Moi, je ne vais pas répondre à cette question, ce n'est pas mon problème. Vous allez et chercher qu'est-ce que vous savez faire et vous travaillez. Mais la question que l'État prend la responsabilité, qu'est-ce que l'État va faire? Il va prendre les gens et leur trouver toujours des bureaux? Impossible. Non, mais encourager les professions... C'est la culture, c'est pas l'État. C'est les gens, moi je discute tout le temps parce qu'à l'université, j'ai toujours les jeunes et je discute ce sujet. Ils croient que s'ils n'ont pas un travail en bureau, c'est-à-dire qu'ils sont déclassés. Voilà.
Et je répète toujours, l'homme le plus riche du monde n'a pas été à l'université, n'a pas continué. Il est connu, qui a fait Microsoft. Il n'a pas été. Et la majorité des gens riches au monde entier, ils sont comme ça. Et le second du monde, qui est d'origine libanaise et mexicain, il est issu d'une famille modeste. Et alors, faire un travail, c'est pas nécessaire. Même si vous avez un degré, c'est-à-dire le doctorat, c'est ridicule. Moi, quand j'ai vu les jeunes qui ont été faire une démonstration vers la manifestation. Oui, manifestation devant la résidence de monsieur le Premier ministre. Et ils avaient des degrés. Ça, c'est vraiment choquant parce que comment vous avez atteint ce niveau-là et jusqu'à présent, vous n'arrivez pas à travailler? C'est ridicule. Oui. Et il demande à monsieur le Premier ministre de le trouver un travail. Quel travail? Vous voulez un bureau? Vous avez fait tout ce trajet-là pour, à la fin, quelqu'un vous cherche un bureau pour rester? C'est inacceptable. Oui. Alors, cette mentalité doit changer. Mais le gouvernement ne peut pas prendre plus que 7 millions. Au contraire, on a besoin de... Je crois qu'ils ne recrutent plus de toute façon. Mais c'est ça, on a besoin d'un seul million et nous avons 7 millions. Il y a des gens qui partent à la retraite petit à petit. Espérons. On va trouver d'autres solutions aussi. Il y a d'autres solutions qui peuvent aider. C'est-à-dire que si jamais les gens veulent rester à la maison et prendre moitié salaire, si jamais, c'est-à-dire un nombre, il peut travailler 3 jours et ensuite les 4 jours à la maison, un autre nombre travaille 3 jours. On doit avoir des solutions pour alléger un peu la... Ou alors en shift, 2 shifts par journée, par exemple. Pour continuer jusqu'à 6 heures du soir. Et aller chez soi, c'est-à-dire travailler 3 jours seulement, ou rester à la maison et prendre moitié salaire. Mais il y a des solutions, mais on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas. Le prestige et... Bien, y a-t-il une menace qui pèse aujourd'hui sur les dépôts bancaires de tout un chacun qui a un dépôt, par exemple en dollars? Est-ce que l'État peut d'un jour à l'autre lui dire, bon ben, vos dollars, si vous les voulez, vous allez les prendre en livres égyptiennes, les intérêts de vos dollars, vous allez également les prendre en livres égyptiennes à tel taux? Non, non. Il n'y a pas ce ça n'a jamais été discuté, non, non. Si on ira à une guerre mondiale, ça c'est autre chose, mais étant donné qu'on est stable et que le monde est stable, non. Mais si jamais il y aura une situation qui est comme une guerre mondiale, par exemple, non, personne n'a parlé de ça ou n'a pensé à ça. Non, les dépôts sont comme on appelle, safe. Bien, est-ce que vous croyez que la future dévaluation, puisque dévaluation il y aura, comme vous le dites, malheureusement, mais c'est une obligation, est-ce qu'elle encouragera les exportations égyptiennes? Oui. L'exportation, et si jamais nous avons une stabilité dans la région, le tourisme, et aussi les investissements. C'est-à-dire, si moi, jamais je viens vers l'Égypte et j'ai un projet qui va me coûter $1 million, si le dollar est à 7,5, alors quand le dollar sera à 8,5 ou 9, ça peut me coûter 900 000 ou 800 000. Oui, ça encourage aussi l'investissement, ça encourage l'export, ça encourage le tourisme. C'est bien pour les pays, c'est-à-dire, vous avez vu la Chine, qu'est-ce qu'elle a fait 3 fois? Vous voyez? Alors, les seuls qui vont souffrir, c'est peut-être la population. Non! À cause des importations. Non. Il ne faut pas importer. Pourquoi importer? Et tout de suite, quand la devise devient de plus en plus faible, ça protège l'industrie interne, c'est-à-dire, ça empêche l'import. Ça encourage l'export et ça décourage l'import. Ce qui est bien. Alors, ça protège d'une façon ou d'autre la production locale. Voilà. C'est bien. Mais est-ce que cela n'encourage pas les producteurs locaux à augmenter leurs prix parce qu'ils n'ont pas de compétition? Ils ont une compétition ensemble. Comment ils n'ont pas de compétition? Entre eux, bien sûr. Et puis, nous avons aussi des organisations qui empêchent, comme on appelle le dumping. L'ihtikar, c'est quoi? Le monopole. Le monopole. Nous avons des institutions qui empêchent ça et qui regardent le marché et qui voient les compagnies. Alors c'est là. Non, c'est pas si facile. Au contraire, moi je suis pas contre la dévaluation, mais ils n'ont pas parlé de dévaluation. Bien, le mot de la fin.
il passerait à combien de nouveau? Ça dépend du niveau de réserve que la Banque centrale et le gouvernement pourront atteindre durant les mois qui viennent. Il pourrait c'est-à-dire si on approche 9 ou 10, 35, disons. non, si on approche 35 milliards de dollars en réserve, je ne pense pas que nous aurons une dévaluation. Oui, mais ça, c'est pas très évident. Non, pourquoi? Ça peut être. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Ça dépend des plans. On va voir aussi le plan du gouvernement. Donc vous êtes plutôt positif. Bon, je suis toujours Optimiste. positif, toujours optimiste. Chaque problème a une centaine de solutions. Mais il faut bouger. Les solutions ne sont pas là quand on ne veut pas bouger. Oui. Il faut bouger. Voilà le mot de la fin. Chaque problème a une solution, voire une centaine de solutions, mais il faut bouger, il faut vouloir bouger. Espérons que non seulement les catégories moyennes, mais également pauvres et aussi aisées, et également l'administration de l'État aussi devrait bouger pour Tout le monde donner doit le bon bouger. exemple. Et ça, c'était le message de Monsieur le Président hier. Tout le monde doit bouger. Tout le monde doit C'est bouger. pas le gouvernement. Espérons-le. Merci beaucoup. Inch'Allah. Merci beaucoup, Merci à vous. Dr Passan Fahmy. Vous êtes experte en économie et finances. Vous êtes également membre du Parlement. Donc, vous pourrez défendre vos thèses Inch'Allah. au sein de l'Assemblée du peuple. Merci beaucoup. Merci beaucoup également, mesdames, messieurs. Merci à toute l'équipe de ce soir. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et rendez-vous à dimanche prochain pour une nouvelle édition de ce même programme, mais avec une autre équipe.